Et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau. C'est l'épisode 140 sur YouTube. Cet épisode pour le goûter, un petit retard à l'allumage aujourd'hui, mais beaucoup de choses au programme avant le MAG ce soir, je vous le rappelle, à 23h en direct sur YouTube, 23h minuit avec l'ensemble des correspondants. Veuillez m'excuser bien entendu, mais on est là pour le petit goûter avec le verre de lait, j'imagine, pour avoir toutes les informations de la journée. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, c'est gratuit, je vous le rappelle, et d'actionner la petite clochette pour avoir en temps réel toutes les notifications. Mission accompli pour les Bleus. Voilà qui est fait avec ce match nul face au Portugal. 2 buts partout. L'équipe de France de Kylian Mbappé qui retrouvait son idole Cristiano Ronaldo qualifié et en tête de groupe. Ce sera face à la Suisse pour les huitièmes de finale. La presse aujourd'hui avec le Parisien aujourd'hui en France et ce mission accomplie. Et l'équipe ici, la Suisse au prochain numéro avec un super Karim Benzema. Regardez en photo à la une des deux. Pourquoi? Parce que Karim enfin a marqué. Quasiment 5 ans après son dernier match en équipe de France pour un nouveau départ des Bleus, très intéressant avec cette première place. Des enseignements forts à tirer dans ce match, d'autres un peu moins forts également, vous le verrez. Il y a un Pogba décisif selon nos confrères de l'équipe. Benzema et Cristiano Ronaldo dos à dos car les deux ont marqué et performé dans ce match. Ici les notes de l'équipe de France, je vais vous grossir tout ça pour qu'on comprenne un peu ce qui s'est passé, notamment du côté des Bleus. Regardez, pas une bonne note pour le capitaine Hugo Lloris, vous le savez, pour sa sortie sur Danilo Pereira, le joueur du Paris Saint-Germain qui a provoqué ensuite un penalty en faveur des Portugais, transformé par Cristiano Ronaldo. 5 et 5 pour la charnière centrale, un 4 pour Koundé à droite, pas simple cette soirée, qui a remplacé Pavard à ce poste. Lucas Hernandez, 4 également de l'autre côté. Ça a bien marché, vous l'aurez compris, pour Paul Pogba avec un 7 sur 10. N'Golo Kanté, 6. Griezmann a pris un 5. Très bonne 20 premières minutes en poste de réorganisateur. Il était absolument partout en tant que boussole. Et puis ensuite un petit peu plus éteint. Kylian Mbappé a pris un 6. Karim Benzema donc ce 7. Et Corentin Tolisso 4. Pas évident également le match pour le joueur du Bayern Munich. Je vous laisse jeter un regard également sur les notes du Portugal. Et pour aller ensuite sur Karim Benzema qui a donc retrouvé le chemin défilé avec les Bleus. Benzema le double déclic. Vous le voyez, auteur d'un doublé, l'avant-centre français a enfin marqué en sélection après son rappel. Au bout de 5 matchs, la machine est relancée. Cette note de 7, vous le voyez pour ce but marqué avec ce poteau rentrant ici, puis ce penalty. Voici le positionnement moyen de cette équipe de France. La position de Karim Benzema ici centrale. Kylian Mbappé était la position la plus haute. Regardez la zone d'activité de Karim Benzema, absolument partout, vraiment dans le sens du but vers le haut. Il y a des zones d'activité partout pour Karim Benzema. L'interrogation maintenant avec ses notes au sortir et puis les performances plus ou moins bonnes des joueurs de Didier Deschamps. Quels seront les choix du coach pour ce match face à la Suisse? On peut s'interroger, ce sont les interrogations portées par nos confrères de l'équipe, notamment ce matin et sur ce poste de latéral gauche, vous le savez, car le malheureux Lucas Digne s'est blessé dans ce match au niveau de la cuisse droite. On va s'interroger sur ce poste. Quels seront les choix donc contre la Suisse? Pavard, pas menacé, et notamment avec donc la position de Koundé qui n'a pas été excellent dans ce match, selon nos confrères. Tolisso, pas une grande réussite, il ne devrait pas conserver de poste de titulaire face à la Suisse. Et pourquoi pas Coman dans ce match très attendu. Il y a des solutions pour Didier Deschamps qui s'est montré satisfait. Conférence de presse, satisfait d'être au rendez-vous. C'est ce nouveau démarrage, premier du groupe, le statut de favori. Les Bleus sont là et pour continuer ce chemin. Attention à l'adversaire suisse, c'est un adversaire qu'on connaît bien, mais le voisin a changé. On se souvient de l'affrontement déjà, c'était durant l'Euro 2016, le dernier Euro, la dernière édition. Mais cette organisation a changé et notamment sur le plan défensif. Regardez, on est passé à une défense, vous le voyez, à 3 centraux. Je vous laisse examiner tout ça avec le capitaine Xhaka, que vous connaissez, d'Arsenal, qui intéresse José Mourinho du côté de l'AS Roma. Shaqiri, vous le connaissez également. Seferovic également. Freuler également. D'autant de joueurs forts là pour affronter cette équipe de France. Attention parce qu'il y a des valeurs du côté de cette formation suisse. Mais il y a un super Karim Benzema qui a au passage été donc élu MVP de ce match. Je vous laisse imaginer le bonheur pour lui au cœur de ce grand retour. En parallèle, je vous montre un autre Français, mais devenu franco-espagnol. Vous le savez, c'est le père Aymeric Laporte qui a marqué avec l'Espagne. Attention, photo un peu trompeuse.
Ce n'est pas lui qui a été élu MVP de l'UEFA pour le match de l'Espagne et la qualif de l'Espagne. Vous découvrirez dans quelques temps qui a été élu MVP côté espagnol. Le temps pour nous de voir le bracket. Voici le tableau de ces huitièmes de finale avec l'équipe de France qui est donc ici face à la Suisse. Bracket complet avec les copains de NetBet. Croatie, Espagne, on va y revenir. Italie, Autriche, on va y revenir également. Belgique, Portugal, choc super, on va y revenir. Les Gallois face au Danemark. Pays-Bas, République tchèque. Angleterre, Allemagne, là aussi focus aujourd'hui. Et Suède, Ukraine, le huitième et dernier huitième de finale. Sachez une chose, c'est que les copains de NetBet viennent de lancer juste pour vous un nouveau jeu pour cette deuxième phase, pour les huitièmes, les quarts, demi-finale. À chaque étape, vous allez pouvoir pronostiquer de votre côté et gagner des points sur ces différents matchs. Et on va faire une sorte de petit championnat interne et au bout de ce mini-championnat, celui qui obtiendra le maximum de points se verra récompensé des freebets, des maillots, des t-shirts, pas mal de choses. Allez sur les plateformes de NetBet, vous découvrirez ce nouveau petit jeu. C'est assez sympa pour jouer entre copains. Attention, il y a une limite pour jouer à partir des huitièmes. C'est bien entendu le premier match des huitièmes. C'est ce samedi 26, 18h, Galles, Danemark. Après, c'est foutu. Vous ne pouvez plus jouer à ce nouveau jeu. Je vous parlais des Espagnols, donc qualifiés avec une large victoire. Eux aussi, ça y est, sont enfin lancés dans ce tournoi avec une victoire sèche face à la Slovaquie, 5-0. Voilà, c'est comme ça. Ah si, c'est comme ça qu'on fait pour espérer rêver. Permiso para soñar. Le permis pour rêver avec notamment Sarabia, le joueur du Paris Saint-Germain qui a été excellent dans ce match. On l'ouvre. Ça y est, l'Espagne est en marcha. Ça y est, elle est en route, cette équipe espagnole, avec Aymeric Laporte, ce numéro 24, le franco-espagnol qui a été bon dans ce match. C'est à noter, après avoir été quelque peu tensé pour le match face à la Pologne, où il avait été surpassé par Lewandowski notamment. Là, il a mis les choses au clair. Et en plus, buteur. L'ami Aymeric Laporte qui a pris 2 étoiles sur 3. La meilleure note, elle est pour Busquets et Sarabia. Lequel des deux a été élu MVP? Vous le verrez dans un instant. Très content, vous l'imaginez, Luis Enrique, parce que sa formation a enfin enlevé le bouchon. On n'arrivait pas à marquer. Le tapon, le bouchon, on l'a enlevé. Ça y est, voilà qui est fait avec ce 5-0. Mais Alvaro Morata n'a pas marqué. Il y avait un penalty, il a frappé, mais il n'a pas marqué. On va y revenir. Et je vous l'ai dit, un super Sarabia. Sarabia et 10 autres joueurs pour affronter la Croatie. Ça veut dire qu'à n'en pas douter, Sarabia sera titulaire dans ce match. Ça fait penser aux interrogations qu'il y avait du côté du Paris Saint-Germain pour peut-être faire partir Sarabia au marché des transferts. Après 7 euros, peut-être que Paris va se raviser et garder l'Espagnol à suivre. Busquets, grand retour, capital, super intéressant. La boussole, le métronome de cette équipe espagnole. Busquets a donné la raison à Luis Enrique. Il l'a attendu, vous le savez, touché par la Covid. 10 jours de confinement, à son retour, préservé, attentif, et il a été lancé impeccable dans ce match, très intéressant. Il ne reste plus que 4 joueurs à ne pas avoir encore débuté côté espagnol dans cet Euro. De Gea, le gardien, Robert Sanchez, Gaia et Diego Llorente. Je vous rappelle qu'il en a pris que 24 pour cet Euro. 20 ont donc joué côté espagnol. Cette histoire de penalty, regardez, c'est Luis Enrique qui a demandé à Morata d'aller frapper pour gagner en capitale confiance. Malheureusement, Morata a pas forcément très bien tiré ce penalty, stoppé par le gardien. On espère pour lui que ce 5-0 va garder lui permettre de garder ce capital confiance et d'avancer un peu plus dans cette compétition. Le huitième de finale, ce sera donc face à la Croatie. La Croatie de monsieur Luka Modric. Vous vous en doutez, attention à Luka Modric qui a en plus pris un nouveau record là côté croate. Il avait été en 2008 le plus jeune buteur de l'histoire de la Croatie. Il avait alors 22 ans, rendez-vous compte. Aujourd'hui en 2021, il est devenu le plus vieux buteur de l'histoire de la Croatie dans cette Euro à 35 ans. C'est assez prodigieux. Merci à mon copain Issa Bouzerouata qui m'a rappelé cette info et que je peux vous livrer aujourd'hui. En marge de ça, d'ailleurs, au sujet de l'actualité Real Madrid, parce que qu'est-ce qui va se passer là du coup avec Modric? Va-t-il garder sa place de titulaire au Real sous Ancelotti à 35 ans? Ou l'ami Odegaard qui joue poste pour poste, vous le savez, qui était parti prêter du côté de Arsenal pour prendre du temps de jeu parce qu'il n'avait pas apprécié d'avoir été rapatrié de la Real Sociedad, pour autant ne pas être vraiment dans les plans de Zinedine Zidane. Il était du coup parti du côté d'Arsenal. Que va-t-il faire aujourd'hui? Et du coup Modric qui fait peur entre guillemets à Odegaard, parce que et si le père Modric était de nouveau en taille patron pour barrer la route au père Odegaard? Affaire à suivre, et des choix de Carlo Ancelotti pour l'ami Odegaard.
Odegaard. Ça, c'est ultra intéressant. Info réel également, encore, pour vous dire quoi? Que l'ami Sergio Ramos, qui a, vous le savez, officiellement annoncé son départ, vraisemblablement, selon nos confrères de AS, ça se rapproche de plus en plus du Paris Saint-Germain. Et pour retrouver Neymar, affaire à suivre, Paris qui pourrait ainsi garder Kylian Mbappé, le regrouper avec Sergio Ramos, affaire à suivre, mais vraisemblablement, vous le savez, vous le voyez, Sergio Ramos aurait choisi, élu Neymar et donc le Paris Saint-Germain pour évoluer à partir de la saison prochaine. Le Real de son côté, regardez, aurait contacté la Real Sociedad pour aller toucher le petit Isaac, l'attaquant là, le jeune attaquant de la Real Sociedad, affaire à suivre. Et en parlant d'attaquant, on nous dit que Haaland, qui est l'une des cibles de tous les clubs européens et notamment le Real Madrid, serait en discussion peut-être possible avec le Bayern Munich. Affaire à suivre pour le prodige norvégien, affaire à suivre côté Real Madrid. Les infos Atlético maintenant à vous donner également. Regardez, salir para volver más fuerte. Partir pour revenir plus fort. C'est le mot et la pensée de Gerbic, le gardien numéro 2 de l'Atlético Madrid, car derrière Oblak, il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de temps de jeu. Il lui reste encore 3 années de contrat. Il pourrait partir prêté pour prendre ce temps de jeu et réussir peut-être quelque chose. Du coup, l'Atlético cherche un nouveau numéro 2 à Oblak et on aurait peut-être fixé cet homme-là, Dragowski, le gardien de la Fiorentina, possibilité pour l'Atlético Madrid. Lui, vous le savez, De Paul a donné son accord à l'Atlético et à Cholo Simeone, avec qui il veut absolument jouer, le joueur argentin qui évolue du côté de la Serie A. Ce qui se complique, c'est que ça vaut 30 millions d'euros et que l'Atlético attend un appel de fonds, vous le savez, avec donc de nouveaux fonds investis pour pouvoir jouer sur le marché des transferts. Mais du coup, cette attente bloque un homme, bloque Saúl, qui doit éventuellement sortir direction la Première Ligue. Mais tant que ça n'est pas fait, l'Atlético ne libère pas Saúl. Affaire à suivre entre les deux hommes. Les informations également Barça aujourd'hui, parce que vous savez, c'est l'anniversaire de Lionel Messi, 34 ans. Lionel Messi a 34 ans, il est toujours du côté de la Copa América et on s'inquiète de plus en plus de sa non-rénovation, prolongation de contrat avec le Barça. 34 ans, on nous fait état de tous ses records, tous ses matchs joués, près de 1000 matchs entre le Barça et la sélection argentine. Tous ces records sont ici, avec notamment 672 buts. Il est le recordman du nombre de buts marqués pour une seule équipe. 672 buts avec le Barça. Il est le joueur de l'histoire du Barça avec le plus de matchs disputés, 778 matchs, et donc logiquement également le joueur le plus titré, vous pouvez l'imaginer, avec le Barça. 35 titres pour Lionel Messi. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire avec le président Laporta? Il met un peu la pression, le président, sur la famille Messi. On veut signer 34 ans pour que ce soit de nouveau un choc dans ce nouveau mandat pour Laporta, l'homme qui aura réussi à convaincre Messi de rester à vie du côté du FC Barcelone. Vous l'aurez compris, on attend, esperando, du côté du FC Barcelone. Le président Laporta qui vient de conclure ses 100 jours de sa seconde étape au Barça. Il y a plein de choses dans ces balises. Ça avait recommencé le 17 mars avec cette prise de possession du Barça. Plusieurs événements, la Coupe du Roi avec l'effectif ou encore ces transferts, nouveaux transferts et notamment le Kun Agüero arrivé gratuit. C'est dans la politique, la stratégie économique du président Laporta. L'autre bon coup, vous le savez, c'est Memphis Depay. Ce sont des dossiers tous les jours pour nous montrer quelle est la vie de Memphis Depay. Hier, nous étions sur sa vie sociale en famille du côté de Rotterdam. Aujourd'hui, on nous montre sa vie sportive avec ses différentes étapes et notamment l'un de ses mentors, le père Louis van Gaal, qu'il avait pris très jeune en équipe nationale, l'équipe néerlandaise. Il avait à peine 20 ans. Fort de la réussite, il avait ensuite amené du côté de Manchester United. Là, cela ne s'était pas très bien passé, on le sait. Et du coup, c'est l'Olympique Lyonnais qui avait su en profiter. Un super Depay et plutôt dans sa carrière, ses grands débuts du côté du PSV Eindhoven avec les titres de champion. Ça, c'est chouette pour Memphis Depay. En marge, Dembélé, vous le voyez, sera opéré lundi. Opération Dembélé lundi, je vous le rappelle. 4 mois KO pour lui. Pas de transfert estival entre le Barça et le groupe Dembélé. Affaire à suivre pour lui. D'autres petites infos encore à vous donner entre Euro et Mercato. Regardez du côté de Séville. Malheureusement pour la sélection néerlandaise qui affrontera les Tchèques en 8e de finale. De Jong, au revoir. Plus d'Euro. Blessé au genou. Inquiétude également du côté du FC Séville pour l'attaquant. Séville qui a prolongé, ça c'est chouette. Jesus Navas, les amis. Jesus Navas, qui a actuellement
maintenant 35 ans, il en aura 36 dans les prochaines semaines, 3 ans de plus. Il aura 39 ans au terme de sa carrière. C'est super, j'adore. Le capitaine de Séville, Jesus Navas. Et puis enfin, dernière info Liga, parce que vous le connaissez, Roberto Soldado, qui était en ce moment du côté de Grenade, va filer à Levante. Il a joué, vous le savez, du côté de Valence déjà. Il va le filer à Levante. Voilà pour toutes ces infos Liga. On va refermer cette première partie. Ouverture de la deuxième, on y va. Allez, avec les autres matchs et les autres affiches de ces huitièmes de finale, et notamment affiche de huitièmes de finale, Angleterre-Allemagne. Ça, on va se régaler. Ce sont des retrouvailles, les amis. Ce sont des retrouvailles. Regardez ces deux hommes, avec ici Joshua Kimmich. Ce même titre-là, vous le voyez en anglais, quand on dit « on arrive »,« here we go », vous le savez, « here we go », on arrive. Et là, on a transformé ce « here », normalement avec un « e » ici en anglais. On l'enlève, on met « here we go », « R ». En allemand, c'est monsieur. Monsieur, messieurs, on arrive. Ça, c'est le message lancé aux Allemands parce que c'est une revanche. C'est une revanche. Il y a des Angleterre-Allemagne, on a eu à foison. Mais surtout, en demi-finale, on s'en souvient de l'Euro 1996 avec un match âpre, un partout au terme de la prolongation, 6-5 au tir au but pour les Allemands. Ça, les Anglais n'aiment pas, d'autant que c'était exactement le même scénario qu'en 1990. On veut effacer ces deux échecs et s'imposer cette fois face à l'Allemagne. Les unes, regardez du côté de l'Angleterre, elles sont là. On dit tout simplement aux Allemands, venez, allez, venez. Venez maintenant, on vous attend. Bring on the Germans, venez. On vous attend toujours avec le visage de Kimmich, avec l'inquiétude concernant les deux hommes touchés, vous le savez, écartés parce que cas contact Covid avec un Écossais lors de l'affrontement face aux Anglais qui avait été testé positif. Les deux joueurs de Chelsea, Mount et Chilwell, vont-ils pouvoir être là? Affaire à suivre pour eux et pour la formation de Gareth Southgate. C'est pas si simple pour les Anglais, parce que si toutes les unes sont plutôt favorables en mode bataille, attention, on tire quand même le signal d'alarme. Non, s'il vous plaît, pas encore les Allemands. Ça veut dire qu'on est un poil fétichiste sur ce que je vous ai dit. Les deux derniers affrontements en 90 et 1996, les Allemands sont repartis dans cette compétition avec notamment un super Joshua Kimmich. Affaire à suivre. Qu'est-ce qu'on en pense côté allemand? Ça, c'est l'interrogation. Qu'est-ce qu'on en pense côté allemand? Voici les unes de presse aujourd'hui de Kicker et du côté de Bild. Kicker pour nous dire que ça a été dur. Effectivement, le match face à la Hongrie a été absolument incroyable. Les Allemands se sont retrouvés à un moment donné éliminés, 4e du groupe. Et puis finalement, on a réussi à revenir dans ce match. La dure labeur allemande pour être lancée enfin dans ce match à la une de Kicker. Il y a des hommes à distinguer dans ce match, et notamment Kroos et Gundogan. Pas forcément au meilleur de leur forme. Et on se dit que ça y est, le revoir est annoncé au terme de cette compétition. On savait que déjà les deux hommes avaient... entre murmures, préparer leur discours pour quitter la sélection nationale il y a quelques mois. Voilà, ça devrait peut-être être chose faite au terme de cet Euro. Les adieux de Kroos et de Gundogan. À noter d'ailleurs au marché des transferts du côté de l'Allemagne, des Allemands et de ceux qui jouent notamment du côté de l'Angleterre avec Jadon Sancho, que vous connaissez très bien, le joueur du Bayern, du Borussia Dortmund, le jeune Anglais. Il est au cœur du marché des transferts, l'ami Sancho, avec notamment Manchester United, lui qui a été formé à Manchester City, vous le savez, qui était parti très très tôt. On s'interroge parce que United prépare 85 millions d'euros. Du coup, que va choisir de faire le Borussia Dortmund? Parce que c'est la valeur forte offensive, l'ami Jadon Sancho. Et du coup, dans les colonnes de Kicker aujourd'hui, on nous dit quoi? On nous dit que si Sancho s'en va, qui aura la responsabilité offensive? On met un peu la pression sur deux hommes, notamment Thorgan Hazard et Giovanni Reina. Messieurs, en interne, il va falloir compenser ce départ, la pression sur ces deux hommes. Affaire en suivre. On en parle ce soir avec notre ami Seb Vidal dans le mag 23h sur YouTube. Il s'occupera de toutes les informations mercato anglais et très certainement sur Jadon Sancho. Une petite info parce que lui, on l'adore, vous le savez, c'est le père Boateng, Kevin Prince Boateng. Il est encore là, le colosse Kevin Prince Boateng, 34 ans. Il était, vous le savez, en série B du côté de Monza avec la famille Berlusconi. Eh bien, il revient aux sources, au Hertha Berlin, lui qui est natif de Berlin. Il y avait fait ses grands débuts. Regardez, c'était ici en 2006, si je ne me trompe pas. On va vérifier ensemble. 2006, si je ne me trompe pas. Le père Boateng, il a un contrat d'1 an jusqu'en 2022. C'est une dernière pige pour l'homme de 34 ans. J'aime bien ces histoires. Ça me fait plaisir. Autre affiche attendue, donc.
Le Portugal, ce sera face à la Belgique. On a vu tout ce qui était débrief pour l'équipe de France, mais le débrief également côté portugais. Parce que regardez, c'est à la une de la presse italienne, logiquement, parce que Cristiano joue, vous le savez, du côté de la Juve et qu'il a été énorme dans ce match. Un nouveau record pour lui avec ce signe. C'est moi le papa, c'est moi ici qui trace la route de tous les records. Match absolument incroyable dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport pour revenir donc sur ce Portugal-France avec non pas Karim Benzema mis en avant, mais le joueur de la Juve, vous l'aurez compris. Cette petite photo que je vous avais postée hier où on le voit avec Kylian Mbappé, il y a eu échange de maillots entre le jeune et son idole. Ici, j'adore tout ça. Et le record, c'est quoi? Le record, c'est que Cristiano Ronaldo a marqué son 109e but en sélection. Il égale donc ainsi l'illustre Ali Day, l'Iranien. Au prochain but, il sera le seul et unique meilleur buteur de l'histoire avec une sélection avec 110. Que va-t-il se passer? En attendant, il a été élu assez logiquement meilleur joueur du match côté portugais avec un 8 sur 10. D'ailleurs, notez que c'est bien Karim Benzema également pour les Italiens qui a été le meilleur de ce match, lui aussi avec un 8 sur 10. Ça sera donc Portugal-Belgique. Qu'est-ce qu'on en pense côté belge avec les dernières informations? Regardez dans ce scénario, parce que les Belges avaient déjà joué, donc ils ont observé ce scénario et c'est dans ce groupe avec l'équipe de France et le Portugal. Durant ces 90 minutes, l'adversaire a changé. Vous pouvez l'imaginer parce que le résultat entre la Hongrie et l'Allemagne a été absolument incroyable. Regardez, 21h11, lorsque le but hongrois a été marqué face aux Allemands, l'adversaire à ce moment-là de la Belgique, c'était la Hongrie. Hongrie encore avec le but du Portugal face à la France. Égalisation française, toujours la Hongrie. Et là, ça a changé. Quand la France a marqué le 2-1, eh bien c'est le Portugal qui est devenu l'adversaire de la Belgique. Mais ça a de nouveau changé. Le Portugal a égalisé, ça restait le Portugal. L'Allemagne a égalisé, ça restait le Portugal. Mais là, changement. Quand la Hongrie a de nouveau marqué, eh bien c'est la Hongrie qui était l'adversaire de la Belgique. Et puis l'Allemagne a égalisé et c'était de nouveau le Portugal. Une soirée folle pour les Belges pour connaître l'adversaire et ce sera donc le Portugal. Éclairage sur Roberto Martinez, le sélectionneur belge. Aujourd'hui, on est reparti dans sa famille du côté de l'Espagne avec ses parents Amor et Roberto, ces deux parents qui nous parlent de leur fiston comme un fin stratège. Il a toujours aimé jouer, vous savez, à des jeux de construction, on embrique les petites pièces, les puzzles également. Il garde dans la chambre de leur fils toutes les photos de sa carrière, que ce soit en tant que joueur et en tant que coach. Il vit à 200% pour son métier. Voilà un papier très intéressant, c'est dans les colonnes belges aujourd'hui. On en fera état ce soir avec Sacha Tavolieri, joueur à suivre du côté de cette sélection belge. Bien évidemment, les De Bruyne, les Lukaku et compagnie. Intéressant de la part de Roberto Martinez, qui a été un adepte de la rotation. Globalement, les coachs ont largement utilisé les 5 changements possibles. Voici, regardez les joueurs utilisés selon les sélections. Attention, certains ont été annotés d'une petite astérix. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas comptabilisé les matchs d'hier. Ça ne change pas grand-chose là à la tête de ce classement, si on peut faire un classement de cela. C'est l'Italie qui a utilisé le plus de joueurs, 25 sur 26. Seul le gardien Meret n'a pas été utilisé par Mancini. Les Belges sont deuxièmes, vous le voyez ici. Regardez, 3e position pour les Anglais avec les Pays-Bas et avec la Macédoine du Nord avec 21 joueurs utilisés. Roberto Martinez qui a pleinement utilisé son groupe. Ça, c'est ultra intéressant avec Kevin De Bruyne et Lukaku. Les Italiens qui font un focus pour dire attention pour les Portugais car c'est vraiment ces deux hommes sur lesquels il va falloir porter l'attention défensive parce que ce sont deux diables, les deux joueurs et notamment l'attaquant de l'Inter Milan. En marge de tout ça, je voulais vous parler du mercato du côté de l'Italie. Regardez parce qu'on nous annonce quoi sur le marketplace italien et notamment ici, là, Raphaël Varane. On nous dit que les offres de Manchester United et du Paris Saint-Germain vont nous amener à un nouveau duel. Lequel des deux prendra Raphaël Varane? Affaire à suivre. Mais là, ça sent chaud et on nous parle de 50 millions d'euros. À ce chiffre, le Real Madrid laisserait sortir Raphaël Varane. Enfin, puisqu'on était sur la presse italienne, Italie-Autriche, 8e de finale, avec un super Roberto Mancini qui est devenu un véritable couturier, un couturier de la Serie A. Il a pris sa petite aiguille, son fil, et pour coudre sa sélection en mode Serie A, parce que ce sont les talents de la Serie A qui forgent
le squelette de cette formation italienne. On nous montre ses différents talents avec notamment Bastoni ici sur le flanc droit de la défense, ou encore Spinazzola lorsqu'on joue avec une défense à 4, Barella au milieu plutôt poil côté gauche, ou encore Berardi également dans un milieu qui amené à changer lui aussi sur le côté droit, Insigne sur le plan offensif, les talents qui évoluent en Serie A et qui font partie pleinement de cette fine couture de Roberto Mancini. Très intéressant ce papier. Au cœur d'ailleurs de ce montage, il y a deux hommes qui vont amener des choix très importants pour Roberto Mancini. Que va-t-il choisir au milieu de terrain? Jorginho, c'est le key player, on le sait, lui c'est le papa, il va tenir sa place, mais qui à ses côtés? Marco Verratti, qui a marqué des points lors du dernier match, ou Locatelli? Elle est là la grande question. En tout cas, on nous montre que dans cet Euro, les key players, les maîtres à jouer sont bien présents. On parle de Marco Verratti, on fait là aussi un focus sur Modric, ou encore Toni Kroos, ou encore De Bruyne. Voilà ces boussoles, ces maîtres à jouer du côté de cet Euro, avec en éclairage Marco Verratti du côté de la Serie A, du côté de la sélection italienne. Intéressant ça dans ce choc face à l'Autriche pour nous montrer et nous parler de l'expérience avec les chiffres des joueurs qui ont disputé la Ligue des Champions, la meilleure des compétitions en club, on le sait, et on nous montre que c'est plutôt favorable aux Italiens, avec 467 matchs de Ligue des Champions au cumul dans ce groupe italien, 204 pour les Autrichiens, logiquement ex-joueur Bayern Munich, Alaba, 91 matchs de Ligue des Champions. Regardez côté italien, Chiellini 73 pour le top, 71 pour Bonucci, 67 pour Verratti, Florenzi et à 36 Insigne et Sirigu. Le total d'expérience Ligue des Champions favorable aux Italiens. Mais attention à cette formation autrichienne. On sait qu'on avait mis en avant ces derniers temps Alaba, bien évidemment. Il y a bien d'autres talents à relever. Il y a notamment la stratégie du coach très intéressant, c'est Franco Foda à la tête de cette formation autrichienne. Il est très bon pour remanier en cours de jeu ces différents schémas et utiliser là aussi l'ensemble de ces hommes. Alaba, on en a parlé, c'est key player dans cette équipe, mais il y en a bien d'autres. C'est vraiment à suivre. Attention, il n'y a pas seulement Alaba. Les secrets de cette formation, on en parlera ce soir notamment avec Michela Macali dans le mag à partir de 23h en direct. Je vous parlais du choix entre Verratti et Locatelli. Attention parce que la Juve, vous le savez, dans le Money Time là, pour essayer de prendre Locatelli, c'est de plus en plus chaud. Vous le savez que dans la discussion, on aura mis Dragusin dans la valise pour éventuellement lui filer du côté de Sassuolo. On s'interroge toujours parce que ce n'est pas encore totalement ficelé. Les deux clubs échangent, mais c'est très intéressant parce que Max Allegri le veut absolument. Sachez que lorsque Max Allegri était passé du côté de l'AC Milan, regardez cette image ici, Locatelli a porté le maillot de l'AC Milan. Il était chez les jeunes lorsque l'ami Allegri était là, il avait 16-17 piges, c'est là qu'il avait découvert, et puis quelques semaines plus tard, il lui a donné des opportunités à Locatelli. Les années ont passé et il le veut de nouveau maintenant sous les couleurs de la Juve. Voilà l'union qui se retrouve alors qu'elle était née sous les couleurs de l'AC Milan. En parlant de Milan, je vais vous parler de Tonali parce que vous savez c'est un gros dossier qui appartient toujours à Brescia. On discute entre Milan et Brescia, on le veut absolument. Le dialogue est là, est toujours ouvert, ça fait plusieurs jours déjà. L'issue est-elle proche? Vraisemblablement, oui, on pourrait mettre dans le package de la part de Milan pour aller convaincre Brescia des jeunes là, comme ces deux hommes, et notamment Lorenzo Colombo. Voilà un joueur qui intéresse Brescia et qui pourrait être dans la valise. L'autre club de Milan, vous le savez, ça concerne Achraf Hakimi avec le petit geste de téléphone parce que deux clubs sont à la bataille, le Paris Saint-Germain et Chelsea. Il y a plusieurs options de contrat. Pour répondre à l'offre mirobolante du Paris Saint-Germain, Chelsea a lancé une offre à 55 millions plus Marcos Alonso à suivre de ce chemin entre la Serie A et le Paris Saint-Germain. Bon nombre de joueurs avaient pris ce chemin comme Cavani, comme Zlatan Ibrahimovic, Verratti ou encore Donnarumma, le dernier en date. Ces joueurs de Serie A qui ont rejoint ensuite le Paris Saint-Germain. Quid d'Hakimi? Résultat dans les prochaines heures. On va terminer là-dessus les amis cette revue de presse. Merci encore de votre patience aujourd'hui. Un poil de fatigue, mais on en aura profité pour le goûter. Je termine sur cette image. Belle, très belle, j'adore. Les deux anciens coéquipiers du Real Madrid, l'ami Cristiano Ronaldo de la Juve, face à Karim Benzema. C'était l'image forte de ce Portugal-France, dos à dos, 2 buts partout. L'équipe de France sortie première de son groupe. On s'abonne à la chaîne YouTube, les amis. On n'oublie pas, elle est gratuite. On échange via le hashtag Ruiz Club sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve ce soir, 23h pétante, en direct, avec tous les correspondants pour le Ruiz Club, le MAG. Je vous attends de pied ferme. Passez une bonne fin de journée. Et comme tous les jours, n'oubliez pas,